Bonjour professeur. Un très grand merci d'avoir accepté de répondre aux questions de l'école numérique de cardiologie. Pour permettre aux non-cardiologues de vous situer en une phrase, vous avez passé l'internat en 1972. Vous avez fait toutes vos armes à Paris, mais vous avez marqué l'histoire au-delà de Paris par votre activité sur les valvulopathies et en particulier sur le rétrécissement mitral. Je veux aussi vous remercier de la figure d'exemple que vous nous avez offerte et qui a marqué plusieurs générations de cardiologues. Une des choses qui nous ont marqué, c'est la polyvalence dans vos domaines d'excellence. Vous n'avez rien lâché sur la clinique, la technique, la pédagogie, la recherche, le management et l'humain. Donc, à titre d'exemple, pour ceux qui ne vous ont pas connus, vous écriviez les recommandations européennes de valvulopathie et en même temps, vous connaissiez le prénom de vos 18 internes qui changeaient tous les 6 mois. Et à la fin du semestre, vous preniez un papier, un crayon de papier pour faire la liste de ce qui n'allait pas dans le stage et s'il y avait tout ce qu'il fallait dans la chambre de garde, etc. Et également, la secrétaire des thèses vous adorait également parce que vous étiez celui qui ne refusait jamais de participer au jury des thèses, même non cardiologiques. Donc encore merci parce qu'on se construit aussi par des figures exemplaires. Et donc nos questions veulent justement essayer de mieux vous comprendre pour autant que possible, mieux vous copier. Alors la première question, quelles ont été les grandes étapes de votre parcours professionnel, professeur? Bon, bah, écoute, Marie, merci de ton introduction, beaucoup trop flatteuse. Mais enfin, bon, écoute, on va essayer d'en parler quand même. Alors, si tu me permets, je voudrais commencer un petit peu le parcours professionnel il y a 50 ans. Parce qu'il y a 50 ans, je me souviens très bien, j'étais assis dans un amphi. Je venais de nommer à l'internat, assis dans un amphi, et on faisait le choix du dernier semestre d'externe. Et là, ils avaient décidé de faire le choix par ordre alphabétique. Alors, tu imagines que je n'ai pas eu beaucoup de chance et j'avais obtenu un poste en psychiatrie dans un hôpital assez loin situé. Alors là, grosse douche, mais j'ai eu la chance de voir une petite annonce d'un collègue de Brousset qui voulait, qui avait la cardiologie plus qu'il n'en fallait, qui voulait faire de la psychiatrie. Alors, switch, et c'est ça qui a fait que voilà, j'ai fait de la cardiologie parce que bon, là j'ai rencontré des gens assez extraordinaires et j'ai rencontré notamment l'agrégé du service qui avait la tâche difficile de recevoir les externes et qui avait fait Chamonix-Zermatt. Et moi, je voulais faire Chamonix-Zermatt tout de suite. Alors, on est devenus très amis. Bon, enfin, on va arrêter de parler. Le deuxième moment très important pour moi, c'était la même année, je suis parti comme coopérant en Algérie. Et alors là, pour un petit Parisien, pseudo-parisien, se retrouver à l'hôpital de Constantine, ça ouvrait les yeux. Ça ouvrait les yeux sur le fait qu'il y avait des choses différentes, qu'on pouvait ne pas tout avoir, qu'on pouvait manquer de médicaments, qu'on pouvait même rester quelques semaines sans électrocardiogramme, etc., etc. Donc, un autre monde. Ensuite, j'ai commencé mon internat et là, j'ai commencé à être le premier interne cardiologue médecin en chirurgie cardiaque chez Christian Cabrol. Alors, ça a été une douche aussi, mais une douche très salutaire parce que bah, de là est né pour moi une sorte d'amour de la collaboration médico-chirurgicale. Voilà, ça c'est quand même une date très très importante. Puis après, j'ai fait mon internat et j'ai été l'interne de Jean Accard. Alors, il y en a qui le connaissent, beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. On va parler du côté professionnel et c'est sûrement le plus grand clinicien que j'ai jamais rencontré, un type absolument au-delà des normes dans ce domaine et qui m'a aussi inculqué enfin, la tentative, la nécessité de chercher à faire une synthèse. En effet, c'est pas avec un diamètre télésystolique à l'écho qu'on va décider d'envoyer un malade se faire opérer, mais c'est avec la synthèse globale. Ça, c'est quand même très, très important. Et puis, il m'a donné le goût de l'effort parce qu'il lâchait jamais rien. C'est dans un petit hôpital, Albert Chenevier. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Albert Chenevier. Enfin, quand on faisait des gaz du sang la nuit, il y avait un coursier qui portait ces gaz du sang en Rimondor. C'est vous dire que en faire un service de cardio phare dans ces conditions, il fallait s'acharner. Ensuite, j'ai été interne à Brousset et j'ai rencontré en quelque sorte mes deux grands frères en cardiologie. D'abord Bernard Lancelin, que certains connaissent aussi sans doute, et Jean-Léon Guermont-Pré. Et ils m'ont donné un peu le goût des coronaires et ils m'ont aussi dit qu'il fallait que je parte au Canada faire du caté.
Alors là, faire du caté à cette époque, pour un interne, c'était une grosse dégradation. C'était tomber tomber dans un rôle qui n'était pas celui de l'interne. L'interne était beaucoup trop noble pour faire ces techniques manuelles. Néanmoins, j'ai suivi leur exemple et je suis parti au Canada. Et là, à l'Institut de Montréal, là, j'ai découvert l'Amérique. Je ne connaissais pas l'Amérique, j'ai découvert l'Amérique, des gens fantastiques, dont un, Paul Robert David, qui est malheureusement décédé. D'abord, qui m'a donné quelques principes que j'ai bien sûr pas suivis, nord-américains. L'important, c'est maintenant. Ça, je crois qu'il faut le suivre. Le meilleur, c'est moi. Bon, on ne peut pas dire qu'on le suit, mais enfin, faut y penser quand même. Et travail, travail, travail. Donc, je pense que. Ah non, il disait aussi l'essentiel, c'est de gagner, c'est pas d'avoir raison. Ça, c'est aussi quelque chose qui est utilisé dans certaines circonstances. Bon. Après ce séjour au Canada d'un an, où j'ai vraiment appris beaucoup de choses, j'ai appris le métier, hein, mais j'ai appris aussi que le métier de cardiologue, on faisait que du caté, il n'y avait pas encore la dilatation coronaire. J'ai appris qu'il fallait voir le malade. On était entièrement responsable du malade, avant, après, et que si on ne voyait pas le malade, eh ben voilà, c'est terminé, on ne faisait pas de caté le lendemain. Bon. Ensuite, donc, je suis revenu à Paris, j'étais chef de clinique chez Jean Accard, et là, bah, j'ai fait de la coronarographie. Je suis reparti au Canada pour apprendre l'angioplastie. On a été parmi les premiers à faire de l'angioplastie à Henri Mondor, avec mon ami Yves Louvard et Herbert Geschwind. Et puis après, on a fait l'angioplastie à Tenon. Hein. On faisait de l'angioplastie dans un centre sans chirurgie. Donc, je sais ce que c'est que faire l'interventionnel sans chirurgie. On a été aussi, je crois, parmi les tout premiers, sinon les premiers à faire de l'angioplastie dans l'infarctus dans la région parisienne. Puis après, j'ai été rattrapé quand même par le démon de mon maître Accard, c'est-à-dire les maladies valvulaires. Alors, rattrapé par le démon, d'abord l'exemple d'Alain Cribier, quand il a fait la première dilatation aortique. Il a dit, c'est possible d'y aller, etc. Et nous, quelques mois plus tard, eh ben, on a fait la première dilatation mitrale en Europe, hein, pas dans le monde, en Europe. Et là, ça a été le début d'une grande aventure, cette dilatation mitrale, tu en as parlé. Enfin, c'est un peu l'aventure de ma vie. Hein. C'est pas une aventure entièrement marginale, parce que dans le monde, il y a encore le rhumatisme articulaire aigu est une véritable endémie. Ce traitement est un très bon traitement. Bon, en France, maintenant, ça devient beaucoup plus rare, mais ça nous a donné un petit peu le label interventionnel sur la mitrale. Et ça a permis d'enchaîner sur d'autres choses. Alors après, Alain a fait du TAVI. Alors nous, évidemment, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse du TAVI. Et effectivement, on a été les deuxièmes, à un jour près, à faire du TAVI, juste un jour avant Thierry Lefebvre. Mais avant d'arriver à faire du TAVI, on a eu du mal parce que les compagnies ne voulaient pas nous laisser accéder au TAVI et on dit aidez-nous pour la mitrale et vous pourrez faire du TAVI. Et là, on a essuyé un nombre d'échecs avec une suture bord à bord, avec des anneaux dans le sinus coronaire qui ne marchaient pas. Ça a fait quelques publications, mais que d'échecs. Et là, finalement, c'est l'application d'une devise de Winston Churchill. Hein. On apprend par ses échecs et il faut s'acharner. Donc, on s'est vraiment acharné. Un jour, on a pu atteindre le Graal, c'est-à-dire le TAVI. Bon. Puis après, quand même, on a été un peu rattrapé par nos envies de faire de la mitrale. La compagnie qui avait le MitraClip ne voulait pas venir en France. Enfin, finalement, ils sont venus en France et on a pu, cette fois-ci, un jour après Thierry Lefebvre, faire le deuxième MitraClip en France. C'était fantastique. On voyait l'insuffisance mitrale qui diminuait. On était vraiment très contents. Mais on a fait aussi d'autres choses. On a fait les annuloplasties directes sur la mitrale avec Francesco Maizano. C'était aussi une très grande aventure humaine, de collaboration avec l'industrie, les ingénieurs. Enfin, ça a été vraiment formidable. Et puis, avec Dominique Imbert, et bien sûr Éric Brochet et d'autres, on s'est dit c'est pas possible de faire des procédures interventionnelles mitrales en passant par la pointe. C'est pas bien du tout. Il faut passer par voie transseptale. Et on a enchaîné une série de Xème mondiale, mais de première par voie transseptale pour l'implantation de valves dans la valve,
l'implantation de valves dans les anneaux et l'implantation de valves dans les anneaux mitraux calcifiés. Et ça, je crois que bon, c'est quelque chose qui a été vraiment très intéressant. Et ensuite, on a été aidé, bien sûr, par Marina Urena et Grégory Ducrot. Bon, alors ça a été une progression. Et puis, le dernier caté que j'ai fait, bah, c'était la toute première série d'annuloplastie directe de la tricuspide avec Francesco Maizano. Et ça, c'était un moment formidable. Malheureusement, l'aventure professionnelle cardiologie pure s'est arrêtée là, atteint par l'âge de la retraite. Et ensuite, j'ai ouvert une autre partie, j'espère qu'elle sera réussie, en travaillant un petit peu dans ce qu'on appelle l'humanitaire, avec la chaîne de l'espoir, avec des collègues en Arménie et dans d'autres circonstances. Voilà, beaucoup d'étapes. Hein. D'accord, ouais, merci beaucoup pour ce résumé et plein de petites lignes directrices, que ce soit Churchill ou vos maîtres du Canada qui sont Oui. très intéressantes. Merci. Je vais vous poser quelques questions sur vos qualités de management. Et la première, et pas la moindre, qu'est-ce qu'un bon chef pour vous? Alors, je ne sais pas. Hein, la réponse est très simple, je ne sais pas. Mais depuis que j'ai arrêté de faire d'être chef de service, j'ai connu un type qui s'appelle Panos Vardas, qui est un des présidents de la Société européenne de cardiologie. Et j'ai travaillé avec lui dans la Société européenne. Et j'ai appris beaucoup de choses au contact d'anglais. Bon, on peut apprendre des anglais quand même, il ne faut pas non plus être trop restrictif. Et j'ai retenu deux tableaux dont ils se servent parfois dans leur topo sur le management. Et un premier tableau, c'est Napoléon qui franchit le pont d'Arcole. Et je crois que pour être un beau chef, il faut que les gens soient d'accord pour te suivre quand en face ça tire beaucoup et quand ça va pas être facile. Et pour qu'ils soient d'accord pour te suivre, je crois qu'il faut qu'ils voient que tu es là, tu es avec eux. Il faut aussi que tu les motives. Hein, en leur donnant la possibilité d'avoir un environnement de travail de qualité, faire d'innovation. Et ça, je crois que c'est très, très important. Et il y a un autre tableau, alors là, j'ai mal suivi, c'est Napoléon toujours, sur une butte, très loin de ses soldats, en train de les regarder défiler. Et ça, c'est pour dire qu'il faut être avec ses soldats, etc., mais il ne faut peut-être pas être trop proche, enfin mettre sur un pied d'égalité, trop copain-copain, plutôt la main dans le dos. Il faut essayer de trouver un juste équilibre. Moi, malheureusement, j'ai choisi un petit peu par la première solution, le pont d'Arcole, je n'ai jamais fait. De toute façon, Napoléon, il est tombé dans l'eau, hein, donc il ne faut pas croire cette image-là. Mais je pense qu'il faut réellement avoir de l'empathie, écouter les gens, savoir s'arrêter. Il m'est arrivé de s'arrêter dans tout ce que tu fais si tu sens que dans l'équipe, il y a quelqu'un ou un groupe qui a besoin absolument que tu t'en occupes en priorité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. D'accord. Et, et donc, au-delà de l'exemple du coup de traverser le pont en premier, comment vous arriviez à susciter l'intelligence collective de votre équipe? Est-ce que c'est juste l'exemple qui fait que les gens venaient à vous avec des projets, avec de la motivation, avec de la participation? Ou est-ce que vous aviez besoin est-ce qu'il faut stimuler? Est-ce qu'il faut être derrière et pousser aussi, quoi? Alors, écoute, là encore, je crois qu'il n'y a pas une réponse. Hein. D'abord, moi, je ne la connais pas, la réponse. Mon impression, c'est qu'il faut donner une certaine direction, bien sûr. Hein. Il faut s'adapter aux individus aussi, hein, s'adapter aux individus. Il y a des gens qui sont des innovateurs nés. Ceux-là, il faut les laisser innover, mais bon. Il y a des gens qui sont des créateurs très, très, très importants, mais qui ne jouent pas à l'équipe. Il y a des gens qui sont trop, enfin, qui veulent toujours suivre les autres et qui n'ont aucune envie d'aller vers l'avant. Il faut essayer de faire vivre ce groupe ensemble avec ses particularités. C'est vraiment une tâche très difficile à laquelle je ne suis pas arrivé. Mais une façon d'emmener l'équipe, je crois, c'est celui de se mettre en avant. Bon, pas de se mettre en avant, pas de se mettre en avant. Hein. Il ne faut pas travailler pour toi, il faut travailler
pour le groupe, ça c'est très très important, et faire participer les gens aux décisions qui vont engager leur vie et pas, enfin essayer voilà, de contrôler un petit peu la situation, mais en les faisant participer. Et Dieu sait si on apprend en écoutant les autres. D'accord. Et, et qu'est-ce qui vous a... est-ce qu'il y avait une phrase, enfin un principe personnel qui vous a poussé à ne jamais rien lâcher, ce que je racontais tout à l'heure sur nous, notre impression que vous avez rien lâché sur aucun pan de votre métier, ce que vous contestez, mais nous, c'est quand même ce qu'on a remarqué. Qu'est-ce qui vous a poussé à ne rien lâcher sur aucun des pans? Quel principe vous a poussé à ça? Alors écoute, moi je pense que tout ce que tu as cité, c'est très, très sympa et c'est ce qu'on demande à un chef de service en France. Bon, c'est une tâche impossible. Ceux qui font tout bien, j'en ai jamais connu. J'en ai jamais connu, je connais pas tout le monde, mais j'en ai jamais connu. Il y a qui faisaient beaucoup de recherches, mais à condition de ne pas sortir du bureau. Il y en a qui faisaient beaucoup d'administration, mais à condition de jamais être dans l'hôpital. Il y en a qui faisaient, enfin bon, etc. C'est impossible. Bon, alors, je crois que tout ce que tu as décrit, il faut que le service, dans son entité, le fasse bien. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un service soit un bon service? Alors, pour nos administratifs, c'est qu'il y ait beaucoup d'activités. Hein. Parce que quand tu baisses l'activité, c'est la catastrophe, etc. On entend bien parler, on ne va pas faire de politique. Beaucoup plus important à mes yeux, il faut que le service soit apprécié par la qualité du soin qu'il apporte. C'est-à-dire que les malades viennent de loin, que les cardiologues n'hésitent pas à appeler, à discuter, à prendre l'avis. Ça, c'est formidable et c'est vraiment quelque chose que je mets en tout. Bon. Ensuite, il peut y avoir aussi, et c'est très, très important, c'est d'avoir une bonne activité universitaire. Quand tu es dans un hôpital universitaire, tu as les points, tu as les classements PubMed, tu as tous les classements Clarivate, le classement Newsweek là, en ce moment. Enfin bon, Newsweek, non, c'est pas très sérieux, ça, mais Clarivate. Et moi, j'étais très fier qu'à un moment, dans le service, on ait 3 personnes dans les 1% d'auteurs les plus cités. Ça, c'est très important, mais c'est vraiment, vraiment pas tout. Et puis, un dernier point sur lequel je voudrais insister, je crois qu'il est important que quand les gens viennent dans le service, eh ben, ils soient heureux de le faire. Et il peut arriver malheureusement que des circonstances fassent qu'aller travailler, ben, c'est pas un moment de joie. Voilà. D'accord. Donc, Tu vois, donc c'est tout un mélange. Mais l'équipe fait le jeu. ouais, une vision beaucoup plus par équipe que par accomplissement personnel, quoi. Une question flash. Quelle a été la plus grande fierté de votre carrière? La plus grande, je ne sais pas, mais là en ce moment, je vis des grandes fiertés. Alors, je pourrais te dire des trucs simples, hein, d'avoir un petit bébé en Arménie à qui on a donné mon prénom parce que j'avais dilaté sa maman enceinte et c'était la première dilatation mitrale dans ce pays. Bon, mais ça a beaucoup énervé mes fils, mais ça, surtout le plus jeune, mais c'est quand même pas ma plus grande fierté. C'est une vraie fierté. Non, ma fierté en ce moment, bah, c'est de voir Bernard Jung, voir ce qui est devenu Bernard, d'avoir pu un peu contribuer à ça. David Messica aussi, des gens comme ça, tout à fait extraordinaires, remarquables, mais aussi d'autres. Et quand je vois ce qui se réalise à Pasteur, j'ai été juste un tout petit acteur dans la formation de Bruno, Didier, Antoine et les autres. Je suis extrêmement fier, extrêmement heureux. Plus près de nous, quand je regarde au Centre cardiologique du Nord, je vois David, Mohamed et puis plein d'autres, ben, je suis aussi très, très fier. Ça, c'est vraiment pour moi un moment de fierté. Même quand je te vois à des milliers de kilomètres, je suis très content de voir que tu es heureux comme ça. Et puis au plan scientifique, bah, voir que certaines choses qu'on a mises en avant marchent pas mal. On voit que maintenant les procédures mitrales bon, bah, sont en train d'aller se faire par voie transeptale quasi exclusive, tout ça. Enfin, c'est des petites choses. Puis que la dilatation mitrale, ça a sauvé quelques dizaines de milliers de personnes. Enfin, c'est des petites satisfactions. Mais encore à La Réunion, beaucoup, hein, d'ailleurs. Ouais. Ouais, malheureusement pas en Afrique. Hein. Bon, enfin, Mm. ça viendra. Et justement, pour cette transmission, maintenant, des questions un peu sur les conseils aux jeunes, dont je fais partie. Quelle mutation utile vous verriez pour la formation initiale et continue des cardiologues avec les moyens de nos jours?
Alors, les moyens, je crois que là, ce qu'on est en train de faire, c'est des moyens. Et le Covid, c'est vraiment une grande saloperie. Mais on a vu une nouvelle dimension dans l'échange, nouvelle dimension dans l'enseignement. Alors, je pense qu'il faut que les jeunes et les plus anciens pour la formation continue enfin, s'intègrent dans les sociétés savantes, dans les groupes et participent aux réunions. Ça, c'est très, très important. Mais aussi profitent de ce fantastique outil qui est l'enseignement à distance. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important et toujours essayer d'apprendre parce qu'on apprend en permanence. Il faudra bien sûr que les jeunes profitent, enfin, ils vont pouvoir profiter de nouvelles techniques d'apprentissage par la simulation, hein, la médecine connectée. Et là, Patrick Nataf à l'ICHA dirige ce qui est un des premiers certificats de médecine connectée. Et c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Je crois qu'il va falloir le faire, ça va être un truc très, très, très important pour les jeunes. Et puis, il y a un principe qu'ils aient toujours dans la tête, c'est travail, 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 et ne jamais hésiter à être ce qu'on dit. Alors maintenant, il y a un mot, c'est résilience partout, mais ça, c'est pas le problème, c'est disruptif. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à faire un peu différemment, à avoir une envie un petit peu différente de l'envie orthodoxe. Moi, ça m'a vraiment permis de faire du kata par Mais exemple. Et puis, je vois ce qui est fait dans les méthodes d'enseignement. Quand je vois ce qu'a fait Jean Marco, un type extraordinaire, immense dans l'enseignement, ou même Panos Vardas au niveau de la société européenne, c'est des exemples formidables. d'accord. Et vous disiez travail, travail, travail. Ça nous emmène à notre dernière question. Mmh. Est-ce que vous auriez des conseils à nous partager pour essayer de mener de front une vie familiale épanouie et une vie professionnelle captivante? Est-ce que vous avez des choses à nous partager, de choses qui ont bien, des techniques qui ont bien marché chez vous, au contraire des erreurs que vous ne referiez pas? Alors, bon, moi, ça n'a pas très bien marché. Hein, malheureusement, je me suis remarié une fois, ce qui est quand même pas un grand succès humain. Bon, mais non, moi j'ai eu la chance depuis près de 40 ans d'avoir une épouse extraordinaire. Bon, elle est chirurgien, c'est vrai, elle était chirurgien. Enfin, on peut quand même se marier avec un chirurgien qui a tout fait. Hein, qui a tout fait. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Moi, j'ai pas été assez présent. Voilà, j'étais pas trop là. Et elle a vraiment tout fait, aussi bien qu'elle a pu. Et vraiment, je crois que voilà, c'est essentiel. Bon, maintenant, je crois que ta génération et les générations qui viennent derrière, vous avez un peu remis les horloges à l'heure. Et ça va changer les choses. Ça va faire du bien parce que vous considérez, enfin je crois, que la vie de famille, un certain équilibre est très important. Et nous, on était prêts à tout accepter. Garde, au Canada, c'était un jour sur deux. On acceptait tout. Tout. Les vacances, qu'est-ce que vous dites? Les vacances, bon, ça, il faut que ça change. Et ça va changer grâce à l'état d'esprit qui est là. Donc, je n'ai pas de recette miracle à te donner, sauf bien choisir ton épouse. Ça, c'est très, très important. Et bien partager. Alors, moi, j'ai échoué dans certains domaines, c'est-à-dire que j'ai 4 enfants, aucun n'est médecin. Alors, est-ce que c'est à cause du mauvais exemple paternel et maternel aussi? Je ne sais pas, mais enfin, j'ai un gendre qui est tout à fait formidable et qui fait notre beau métier. Voilà. Très bien. Mais du coup, si dans notre génération, on consacrera moins de temps en heures sur le côté professionnel, il va d'autant plus falloir compter sur l'esprit d'équipe pour arriver à réaliser les choses que vous aviez réalisées, beaucoup grâce à votre travail personnel, peut-être. Ouais, mais tu sais, il y a aussi les époques. Là, on a été, bon, vous avez eu Alain il y a peu de temps, on a eu quand même la chance de tomber, pas dans un monde vierge, mais dans un monde où il y a eu quand même d'énormes changements en très peu de temps et on n'était pas aussi regardant que maintenant sur les protocoles de développement, etc. Mais je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein, il va falloir partager tout ça. Et puis, il ne faut pas croire qu'on a travaillé comme des dingues en souffrant. Bien sûr, ça a été un gros, gros, gros travail. Mais l'autre jour, je suis allé visiter le musée de Montmartre. Et je vous invite tous à aller voir le musée de Montmartre. Et il y avait une phrase qui m'a beaucoup plu, c'est Dorgelès qui parlait de Dufy. Alors, je ne veux pas me comparer à Dufy, hein, mais Dorgelès a écrit
et vous dire, on croit qu'il travaillait beaucoup, mais en réalité, il s'amusait. Et je crois que ça, c'est terriblement vrai. Je suis bien amusé. J'ai eu beaucoup de bonheur. Très bien. Ben, un immense merci. C'était la dernière question de cet entretien. Immense merci, professeur Vagnant, pour ces questions, ces réponses extrêmement passionnantes. Merci à toi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.